Bonjour à tous, ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. On aimerait vous souhaiter la bienvenue. Ici, on est allé à la coopérative d'habitation de l'Esperluette. On est accompagné des trois autres coopératives du quartier, c'est-à-dire Tiohtià:ke, Bassin du Havre et Griffin. Et voilà, nous avons organisé une rencontre avec nos candidats aux élections municipales qui s'en viennent très prochainement. Et aujourd'hui, ce qu'on vous présente, c'est une formule questions-réponses où nous avons compilé plusieurs questions avec les citoyens et les membres de nos 4 coopératives du quartier. Ce sont des sujets qui touchent principalement Griffintown, bien entendu, voyez-vous. Et aujourd'hui, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir parler à plusieurs partis politiques. Et aujourd'hui, présentement, on a avec nous Francine Verrier et Romane Alam d'Ensemble Montréal. C'est vraiment sous la formule d'un entretien. S'il y a des pépins techniques ou quoi que ce soit, on vous fera signe et on viendra régler ça. On vous demande d'essayer de parler à une distance toujours constante de vos micros. Si vous approchez ou vous éloignez trop, évidemment, ça va créer des problèmes sonores. mais soyez à l'aise aussi. C'est pas au millimètre près non plus. On va rester à l'aise. Voilà, merci. Donc, juste pour se présenter à nouveau, nous sommes 4 coopératives à Griffintown ici. Ensemble, nous regroupons 419 ménages, donc environ 1000 à 1500 citoyens. On n'a pas fait de recensement récemment, mais on est une population qui sommes pour la plupart nouvellement arrivés. Ces coopératives sont relativement récentes et on vient d'arriver dans le quartier de Griffintown. Entre autres, l'Esperluette, où on est présentement, ce lieu physique, n'existe que depuis 2 ans, en fait, le bâtiment lui-même. Et donc, évidemment, comme je le disais, vu les circonstances sanitaires, on ne peut pas rassembler tous les membres à la même place, mais on va diffuser ça sur les réseaux sociaux, etc. Donc voilà. Et on a une grosse liste de questions. On a un minutage sur ces questions. Je vous ferai signe si jamais on est près de la limite de temps. Et ça se peut qu'on n'arrive pas à bout. Ça vous va? Dans quel cas, nous, ce qu'on va vous proposer comme formule, c'est de nous répondre par écrit ou par vidéo vous-même, vous filmer plus tard si vous le sentez. Ça vous va? Il y a plusieurs enjeux. C'est des enjeux qu'on a collectionnés auprès de notre communauté. Ça touche à plein de trucs. Donc évidemment, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'enjeux. On va essayer de poser les principaux présentement pour avoir votre point de vue et vos idées là-dessus. Ça vous va? Alors, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. C'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous, d'autant plus que je suis une de vos voisines. J'ai vu pousser les habitations ici. Moi, je suis Francine Verrier, candidate à la mairie. Je suis ancrée dans le sud-ouest, et particulièrement à Griffintown, puisque j'y ai travaillé pendant 10 ans avec l'école de technologie supérieure qui est aussi votre voisine. Et donc, dans le cadre de mes fonctions où j'avais à faire les relations avec la collectivité, j'ai travaillé très près avec l'arrondissement et la ville. Je faisais l'interface pour le développement de l'ETS, le verdissement de l'ETS. J'ai aussi travaillé avec les acteurs de l'écosystème d'innovation, d'entrepreneuriat. Et aussi, je connais vos coopératives, puisqu'on a travaillé avec les étudiants, avec 2 d'entre elles, Esperluette et puis Tiohtià:ke, ça fait quelques années déjà, on avait l'école de l'innovation citoyenne et on faisait des projets dans la communauté avec des coopératives, des organismes communautaires et on avait des projets sur les enjeux urbains, le développement durable et on a travaillé par exemple sur la gestion des matières résiduelles dans vos coopératives. Moi, je suis une avocate, je suis détentrice aussi d'un MBA, donc je suis une gestionnaire, je dirais. Le fait d'avoir été très présente dans la communauté m'a amenée à m'impliquer dans d'autres types d'activités dans le sud-ouest toujours, comme je suis devenue la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du sud-ouest. J'ai aussi cofondé PME Montréal Grand Sud-Ouest, dont j'ai été la première présidente également. Et j'ai été aussi beaucoup impliquée dans les organismes communautaires, en particulier sur les causes de persévérance scolaire, les filles et les sciences. Alors bref, voilà. Je laisse mes collègues se présenter. Ça me fait plaisir d'être ici encore une fois. Merci pour l'initiative. Et je salue les résidents des quatre coopératives. Merci, Mme Verrier. Bonjour, je m'appelle Heidi Hollinger. Je suis candidate pour conseillère de ville dans le sud-ouest, en particulier Griffintown, Petit
Bourgogne, Pointe-Saint-Charles et Saint-Henri-Est. Mon partenaire, running mate, Roman, il est la même région, mais conseiller d'arrondissement. Il est candidat. Alors, je suis très contente d'être ici. Merci pour l'invitation. Je veux beaucoup apprendre sur ce que vous faites ici. Je suis venue à vélo et j'étais comme un peu... c'est pas facile. Un peu pris dans les zigzags. Oui. Mon parcours, je ne sais pas... Oui, parcours, je suis photographe, je suis animatrice à la télé. J'ai fait une émission qui s'appelle Port d'attache. J'ai voyagé autour du monde pour faire cette émission. On a fait 40 villes autour du monde. C'était des villes portuaires. Et quand je suis revenue à Montréal, qui est mon port d'attache, j'ai dit, il y a tellement de choses qu'on peut faire ici. Alors, j'étais vraiment inspirée de quoi j'ai vu ailleurs. Pour ramener ça ici. J'aimerais être élue pour que je puisse faire réaliser quelques-uns de ces rêves. Même juste une petite chose que j'ai appris, parce qu'on faisait beaucoup d'entrevues avec des planificateurs urbains, c'était de créer des espaces entre les espaces. Alors, je sais qu'ici, il y a beaucoup d'édifices et c'est un peu difficile de créer des espaces entre les espaces, mais même avec la densité qu'on a ici, c'est possible de créer des endroits où les personnes peuvent se réunir et je pense que c'est quelque chose qui est très important, spécialement après le COVID et que tout le monde était... à l'intérieur, mais aussi à l'intérieur d'eux-mêmes, dans une grande réflexion personnelle. Je pense que c'est une bonne chose qu'on puisse créer des espaces pour notre communauté, pour bien vivre. Donc, je continue. Bonjour, je m'appelle Roman Alam. D'ailleurs, merci beaucoup pour nous inviter et l'accueil chaleureux que vous avez fait dès l'entrée. C'était vraiment reconnaissant. Donc, j'habite dans le quartier. J'ai commencé à travailler depuis 2004 au Centre sportif de la Petite-Bourgogne et j'ai fait plusieurs postes là-bas. Alors, à partir de 2011, je travaille à la Maison de jeunes l'Escampette comme intervenant jeunesse. Et puis, ça fait comme plus de 20 ans, je suis ici dans le quartier, donc je courais ici même quand il n'y avait pas de bâtiment. Et je venais s'amuser avec des amis. Donc, ça, c'est une grande maison pour moi. Je connais la réalité du Sud-Ouest, effectivement, parce que ça fait depuis longtemps que je suis ici et ça me ferait plaisir de travailler en équipe avec tous les partenaires qui sont là et d'apprendre. Chaque jour, on apprend de nouvelles choses. Et puis, je crois une chose, ensemble, si on travaille en équipe, on peut améliorer, on peut trouver des solutions à plein de choses. Comme quand on dit, toute seule, je peux courir, mais je n'irai pas loin. Ensemble, on va aller plus loin. Donc, on est là et on sera là et on est parmi vous. Et merci beaucoup encore pour nous recevoir. Merci à vous d'être là pour cette rencontre. C'est vraiment, vraiment très apprécié. Donc, on va commencer tout de suite. Notre premier bloc de questions relève de l'identité du quartier ici, du Griffintown. Donc, je vais vous faire la mise en contexte. On ne se le cachera pas, Griffintown est un peu la risée de Montréal. Présentement, on n'a qu'à parler à n'importe quel Montréalais qui n'habite pas à Griffintown pour avoir des opinions qu'on connaît tous déjà par cœur. Ça vous va? Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'arbres, c'est un échec urbanistique, c'est mal planifié, etc. Name it, Griffintown se retrouve dans cette liste de doléances. Pourtant, vu l'abondance de nouveaux arrivants ici, parce qu'on ne se le cache pas, il y a beaucoup de nouveaux appartements, il y a beaucoup de Montréalais pour qui Griffintown, c'est le premier point d'arrivée. C'est leur première impression de notre ville. Pourtant, ils arrivent ici, puis on va le répéter, il n'y a pas beaucoup de services, il n'y a pas d'école, etc. On en parlait plus tard, mais il manque énormément d'infrastructures pour rendre de ce quartier un quartier potable, vivable et plaisant. Donc, évidemment, nous, on n'est pas ici intéressé à trouver des coupables ou parler des administrations antérieures. En fait, nous vivons ici, nos questions pour vous, ça relève des pistes de solutions qu'on doit essayer d'imaginer pour notre quartier, pour effectivement, parce qu'il y a des gens qui habitent ici et qui ne peuvent pas juste quitter comme ça à pied levé, et notamment notre population des coopératives en fait partie, voyez-vous. Donc, on va commencer, si vous voulez, avec la première question qu'on a pour vous. Et selon vous, à qui est destiné le quartier de Griffintown? Je vous dis, c'est une question très large. Je vous laisserai répondre à tour de rôle. Mais est-ce que c'est vraiment un endroit où des familles, des aînés
et des citoyens à bas revenus, est-ce que c'est des endroits où est-ce que ces populations-là en particulier peuvent vivre et peuvent être confortables? Si oui, expliquez-nous pourquoi ces populations spécifiques devraient venir vivre ici. En fait, en gros, essayez de nous vendre le quartier de Griffintown présentement. Parfait. Alors, merci. C'est une excellente question. Moi, je vous dirais que notre aspiration ici pour nous, c'est que ce quartier de Griffintown est un quartier où tout le monde devrait venir s'installer. C'est un quartier qui devrait être fait pour tout le monde. C'est sûr que on n'en est pas là encore, mais on va y arriver. Je pense qu'on peut y arriver. C'est un quartier pour tout le monde où on peut retrouver les familles, les étudiants qui sont nos voisins, les gens issus de la diversité, les travailleurs étrangers. Enfin, il y a de la place pour tout le monde. Je pense que tout le monde peut y trouver son compte. C'est un peu une vision là, que je vous décris. Après, c'est comment on va faire pour y arriver et quels changements on devra faire, quelles interventions on devra faire pour arriver à cet objectif. Alors, il est vrai que le développement s'est fait de façon très rapide au cours des dernières années. Les gens qui sont venus s'installer ici n'ont pas encore la qualité de vie et les services qu'ils recherchaient et la raison pour lesquelles ils se sont installés ici. Donc, on est dans une situation perpétuelle de chantier, de difficultés, mais il faut aller de l'avant et améliorer tout ça. On a besoin de services, des commodités, on ne les a pas encore. Alors, nous, on va travailler à ça, on va faire en sorte de pouvoir amener ces services dont on a besoin et de faire en sorte que la vie soit meilleure ici. Alors, il faut attirer, je vous dirais, non seulement les services et tout ce dont on a besoin comme milieu de vie, mais également penser à des avantages qu'on a dans Griffintown. L'avantage qu'on a, on en a plusieurs. Je dirais, il y a le canal. Alors, je vais un peu plus loin sur les questions, puisque on a vraiment des atouts formidables. Je mentionne le canal, il y a la proximité du centre-ville, il y a le marché Atwater, qui est pas très loin, on y va à pied, on prend une marche, c'est formidable. On est aussi dans un quartier qui a une riche histoire industrielle. Il faut se rappeler et savoir, en tout cas, que c'est le berceau de l'industrie au Canada. Donc, nous, on est ici, on a l'avantage d'être là et c'est vraiment une très grande fierté, je dirais. Donc, les gens viendront. Très bien. Alors, je m'arrête là, puisque vous m'avez demandé d'arrêter, mais l'avantage peut-être que j'ajouterais, c'est justement d'avoir une institution universitaire qui amène des étudiants. Donc, les étudiants peuvent s'impliquer dans la communauté. Je les connais. Ils veulent s'impliquer. Ils le font très bien. Mais je pense aussi qu'on a les atouts qu'il faut pour attirer des entreprises de technologie. Donc, avoir un pôle ici où on peut avoir des entreprises dont de l'emploi. Et ça, je pense que c'est un atout aussi formidable. Alors, mes collègues, peut-être, veulent ajouter quelque chose. Mais j'appuie à 100% ce que Francine a dit. Donc, effectivement, au-delà de tout ce qu'elle a dit, il y a une chose que je vais ajouter, c'est qu'il ne faut pas oublier les gens qui habitent ici et vous connaissez mieux vos besoins que n'importe qui est de... Même si, on parle de Sud-Ouest, il y a Pointe-Saint-Charles, il y a Saint-Henri, il y a Pittsburgh, et il y a la réalité de Griffintown que vous connaissez mieux que nous. Donc, il faut trouver des solutions ensemble. Donc, moi, je crois beaucoup dans le travail d'équipe. Alors, après le 7 novembre, si notre équipe, on est là, c'est clair qu'on va s'asseoir ensemble après pour pouvoir trouver des pistes de solutions qui va vraiment lancer et trouver des solutions à chaque problème et spécifiquement, et on va aller par la priorité. C'est vrai, il y a plein de choses, mais il y a aussi, il faut mettre les choses en ordre et de meilleure façon de mettre, c'est de s'asseoir avec vous autour de la table. Oui, on a une vision, oui, on a un plan, mais au-delà de ça, vous êtes les personnes avec qui, le noyau avec qui on doit travailler en équipe. Parfait. Merci beaucoup. On va passer. Ça vous va, on va continuer parce qu'on a d'autres questions qui vont intervenir par après. C'est correct. Parce que c'est des questions qui relèvent autour des mêmes idées de toute Parfait. façon. Allons-y avec. Puis je proposerai à Élie de répondre à la prochaine question. Ça serait Charles, si vous posez cette question-là. Oui. Allez-y, je vais revenir pour la prochaine question. Oui,
Donc, l'arrondissement a permis au projet Mondev, ici au coin de Peel et William, de se soustraire à ses obligations par rapport au 20-20-20. On sait que le projet a été bloqué par les citoyens. Donc, le 20-20-20, en fait, c'est pour les logements sociaux, de construire des logements sociaux et abordables dans un rayon, là, en fait, dans le quartier. Donc, dans Griffintown, pour déplacer ces unités-là, dans le fond, il s'est soustrait à ses obligations pour déplacer ces unités-là, justement, à Ville-et-Mort, tandis qu'il aurait dû être construite à Griffintown. Donc, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette décision-là, en fait? Je peux y aller. Oui. Alors, d'abord, l'information que j'ai, c'est que finalement, le projet ne s'est pas réalisé. Hein. C'est un projet qui ne s'est pas réalisé. C'était un projet de 540 nouveaux logements dans Griffintown et il y avait du logement social dans Ville-et-Mort. Alors, c'est la question que vous posez, justement, qu'est-ce qu'on pense de ça? Déjà on peut dire qu'en pleine crise de logement, c'est dommage que le projet ne se soit pas fait. Je vous dirais que le 20-20-20, il faut regarder ça autrement. C'est pas vraiment un 20-20-20, c'est un 20-15, c'est un 25, ça varie. Et les promoteurs, eux, ils ont l'option de payer plutôt que de construire. Ça, c'est une réalité, c'est un droit. Il faut aussi comprendre que le règlement 20-20-20, c'est pas le règlement qui fait qu'on crée le logement social. C'est le logement social, il est, dépendant du financement. Alors, Projet Montréal dit oui, on va faire du logement social et on va aller chercher du gouvernement l'argent qu'il faut, mais l'argent ne vient pas, donc il n'y a pas de projets qui se font. Donc, les projets sont bloqués à ce niveau-là. Donc, nous, qu'est-ce qu'on dit? C'est que on va... alors, si un promoteur paye le 20 %, eh bien, c'est très bien parce que d'une certaine façon, on a de l'argent qui vient à la ville et ça fait en sorte qu'on a une certaine autonomie par rapport à Québec. On va constituer un fonds de ces sommes-là et on va ajouter, avec Ensemble Montréal, il y a un fonds d'acquisition, un fonds d'investissement pour financer les projets sociaux qui va être ajouté à ça. Donc, quelque part, c'est que là, nous, on devient plus autonome par rapport à Québec et on va constituer des fonds pour maximiser les projets sociaux. Alors, ça, c'est notre position là-dessus. Et nous, alors, l'équipe d'Ensemble Montréal, lorsqu'on sera élu, on va faire une planification on va d'abord faire une étude des besoins. On va établir quels sont les besoins dans le Sud-Ouest. Et on va et on va faire des choix en fonction des besoins, en fonction des opportunités. Alors, c'est ça qu'on va faire. Et il faut aussi savoir que c'est pas simple. Hein? Il faut vraiment travailler à augmenter les logements sociaux. Et la volonté, c'est de faire en sorte qu'il y en ait plus et se donner les moyens qu'il y en ait plus. Et bien, nous, c'est ce qu'on propose, c'est d'avoir du financement pour le faire et de le faire de façon globale, avoir une vue d'ensemble des problèmes, des besoins. Et aussi, il y a plusieurs besoins pour des groupes différents. Il n'y a pas que le logement social, il y a le logement familial. Alors, il faudra regarder tous les types et puis faire du mieux qu'on peut pour augmenter le nombre de logements sociaux. On a un devoir de faire ça, de faire en sorte que les gens puissent se loger convenablement. Oui, le logement, c'est une de nos grandes priorités, comme Francine dit, le logement social, mais aussi pour les nouvelles familles qui rentrent, qui essaient d'acheter des maisons. C'est un grand challenge pour eux et on veut faciliter la possibilité de pouvoir être un homeowner. OK, d'accord. Mais en fait, une sous-question par rapport à ça. Je sais que nous, en fait, on croit vraiment à la mixité sociale. Puis on croit que c'est très important dans un quartier pour qu'un quartier soit vivant. C'est vraiment important. Donc, est-ce que vous pouvez vous engager à maintenir justement le 20-20-20 dont on vient de parler là, à l'intérieur de Griffintown dans votre prochain mandat et ne pas déplacer ces logements sociaux
dans d'autres quartiers, justement, dans d'autres secteurs, puisque la loi prévoit là, que ce soit à l'intérieur d'un 2 km, en fait. Là. Alors, en fait, le 20-20-20, comme je le dis, c'est pas vraiment un 20-20-20. Nous, on préfère mettre un 15 et le réaliser que d'avoir 20-20-20. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, le 20-20-20 aussi, on estime que ça encourage l'étalement urbain. Alors, c'est pas pour nous quelque chose qui est une bonne chose, en fait, pour Montréal, si les gens quittent, parce que ça devient compliqué pour les gens. Donc, ça fait augmenter les prix de l'habitation aussi pour les gens. Alors, nous, Ensemble Montréal, on veut remplacer la formule pour avoir une formule plus flexible en obligeant 15 de logements sociaux dans les édifices de 25 unités et plus. Et pour ça, comme je le disais, on va créer des fonds, un fonds d'investissement d'impact pour financer les unités que Québec ne financera pas. On va aussi travailler avec les grands projets. Donc, sur la valeur foncière des terrains, on va faire en sorte que les promoteurs construisent 30 de logements sociaux. Donc, on a ici vraiment une formule plus flexible pour faire en sorte d'améliorer. Puis, je vous dirais que pour nous, c'est vraiment une priorité, un objectif à atteindre d'avoir un milieu de mixité sociale, faire de Griffintown un milieu de vie où c'est la mixité sociale. C'est de la plus haute importance d'agir. C'est vraiment une conviction que nous avons. Et concrètement, comment nous allons faire? Eh bien, nous, on va prendre tous les moyens à notre disposition au niveau de l'arrondissement pour augmenter le nombre d'unités de logements abordables, social ou familial, en tenant compte des différents besoins, comme je l'ai mentionné. Et plus précisément encore, on va établir les besoins du Sud-Ouest et on va fixer des cibles à atteindre. Donc, on va le quantifier. On va chercher à quantifier. On va pas naviguer à l'aveugle. On va essayer d'être le plus près des besoins pour rencontrer les besoins et y répondre. Donc, on va faire cette cible. On va fixer les cibles. On va repérer. Nous, on veut être proactifs là-dedans. On va repérer les opportunités de développement de projets, puis on va favoriser leur émergence en travaillant en partenariat, justement. On va accélérer les projets, on va notamment améliorer les processus administratifs de l'arrondissement qui les retardent bien souvent, et ça, on entend ça. Donc, il faut vraiment changer la culture, la façon de travailler dans l'arrondissement. On va assurer un leadership pour aller chercher pour le Sud-Ouest la juste part du Sud-Ouest en matière de logement au niveau de la ville-centre. Alors ça, ce sont des engagements qu'on prend et c'est comme ça que nous allons faire pour arriver à améliorer la situation au niveau de la mixité sociale. OK, merci. La question suivante, en fait, ça consiste aux pistes de solutions, mais on en a parlé, là. On sait que Griffintown, malheureusement, c'est pas ce qu'on nous avait promis en termes de qualité de vie pour les familles surtout, du moins pas encore. Donc, comme il n'est pas possible d'effacer le quartier pour recommencer, effectivement, quelles sont vos pistes de solutions pour justement redorer le blason de Griffintown, redonner une image positive au quartier? Puis qu'est-ce que vous feriez aussi, surtout durant votre mandat, dans ce sens-là? Alors, oui, redorer le blason, mais il n'y a pas que redorer le blason. Je pense qu'il faut agir concrètement. Comme le disait Heidi, il y a des exemples. Quand on pense en dehors de la boîte, on peut trouver des solutions. Il y a des exemples dans le monde, des grandes villes qui ont réussi. C'est sûr que l'avancement, le développement ici est avancé, mais on peut encore améliorer les choses et intervenir dans la bonne direction. Alors, comment faire ça? Bien, je pense qu'il faut agir. D'abord, je vous dirais que ce qui est absolument important, c'est que les résidents, les citoyens obtiennent rapidement l'expérience et la qualité de vie promise, comme vous le dites, lorsqu'ils ont fait le choix de venir s'installer dans le quartier. Et la réussite de l'opération, comment on va réussir à faire ça? Bien, ça va passer par la capacité de l'arrondissement à munir rapidement le secteur des services qui lui manquent. Alors, il faut bien planifier, il faut bien coordonner le développement. C'est ce qui a manqué jusqu'à maintenant. On a l'impression que les choses ont été faites à la pièce sans vue d'ensemble. Donc, il faut vraiment travailler de façon à planifier et à coordonner le développement qui reste à faire
et voir comment on peut améliorer la situation du point de vue de la mixité, on en a parlé, mais aussi avec une planification, pour nous, c'est absolument nécessaire. C'est ce qu'il n'y a pas eu jusqu'à maintenant. Donc, autre élément qui devrait faire partie de ce développement-là, je l'ai mentionné, l'économie des entreprises ici, c'est important aussi. Ça fait partie de cette mixité. Donc, si on peut travailler en plus dans notre quartier, eh bien, on améliore notre qualité de vie. Donc, ça prend du leadership. Ça prend une équipe qui croit en ça et qui veut que ça arrive. Puis ça, le leadership, eh bien, il faut l'assumer, puis nous, on va l'assumer. C'est vraiment, on connaît le quartier, on connaît le Sud-Ouest, on est ancré dans la communauté et on a vraiment la volonté de faire en sorte que les choses changent. Donc, leadership, créativité, être proactif, être agile, une volonté politique, des solutions de financement, et on va faire en sorte d'aller chercher la juste part du Sud-Ouest auprès de la ville, centre, pour amener ici les projets qu'on veut voir réalisés. Et puis, c'est comme ça qu'on va faire en sorte que Griffintown devienne ce quartier auquel on rêve, et on a raison de rêver puisqu'on peut encore agir pour que le rêve se réalise. Je trouve vraiment, bravo, et je trouve vraiment que Griffintown, c'est un espace unique à Montréal. C'est vraiment, ça pourrait être la plaque tournante à Montréal. C'est vraiment un espace avec des richesses industrielles, l'architecture est éclatée, incroyable. Je trouve que ce qui manque, c'est vraiment des business ici. Je trouve que j'étais sur la rue William hier, et des seigneurs, je trouvais que c'était un ghost town. Je sais que maintenant, il y a comme 8 trottoirs sur une rue. Je trouve que ça tue les commerces. Je me sentais mal parce que c'est tellement beau ici. On a le canal, on a l'accès à l'eau. Ça, c'est quelque chose qui est très important, je crois, dans une ville. Alors, we have it all ici. Mais on a vraiment besoin d'aider les entreprises à s'établir. Et c'est difficile de s'établir quand il n'y a pas de stationnement et quand les personnes ne peuvent pas y arriver pour visiter. Bon, never mind les gens qui habitent ici pour stationner. Merci beaucoup. On va passer à une autre série de questions avec une nouvelle mise en contexte, là, où on signale que bientôt, il y aura autant de citoyens à Griffintown qu'il y en a dans toute la petite Bourgogne. Alors, c'est important, c'est notre quartier voisin. Comme mentionné précédemment aussi, il faut constater qu'au moment présent, Griffintown ne possède pas d'école. La seule qui est prévue ne couvrira que la moitié des besoins. On n'a aucune idée de la date de sa complétion non plus. La bibliothèque, il n'y a pas de bibliothèque municipale non plus dans Griffintown. La plus accessible, c'est celle de Georges Vanier, qui vient tout juste de changer de nom, je crois. Jean Régent. Et qui est dans un autre quartier qui est déjà, lui, saturé. On n'a pas de centre communautaire. Il est impossible d'organiser des activités citoyennes pour les gens du quartier. Par exemple, le CEDA, on n'est pas en mesure, ou la coalition, on n'est même pas en mesure, ou tous les autres organismes, là, que ce soit PSO, que ce soit, etc., tous les autres organismes là, de la petite Bourgogne ne sont même pas en mesure de venir donner des services ici, puisqu'ils sont déjà surchargés, puis ils n'ont pas de capacité de développement. Le centre sportif le plus proche, c'est celui de la petite Bourgogne, qui lui aussi est déjà à surcapacité. Hein? Roman le sait très certainement. Essayer de réserver une période pour le bain libre, c'est très complexe. On n'a pas d'agent de police socio-communautaire, puis contrairement à la petite Bourgogne, qui, elle, a des agents de police communautaire. Puis le fait est que, tout simplement, on n'est pas desservi par le même poste de quartier. Puis le poste de quartier qui nous dessert n'a pas ce service-là de policier communautaire. Les organismes jeunesse, Roman le sait très certainement,
les organismes jeunesse dans la Petite-Bourgogne sont déjà surpopulés, on va dire. Puis ils ne sont pas capables, ils n'ont pas les moyens financiers, ils n'ont pas les coups des franges non plus pour pouvoir développer davantage. Alors, il n'y a pas de service. Ben, Hein? c'est bien dit parce qu'effectivement. On va le dire clairement comme ça. Alors, nous savons qu'il y a un défi budgétaire à la Ville, mais on sait très bien aussi que la base de taxation de Griffintown est quand même très intéressante pour l'arrondissement et pour la Ville. Contrairement à la Petite-Bourgogne, ben, notre poste de quartier dessert le centre-ville, ça fait qu'il n'y a pas, lui, d'effectif de représentation. Je l'ai dit un peu plus tôt. Alors, on se vante de construire des logements sociaux à Montréal, mais si c'est pour être comme ici, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ou les logements sociaux sont construits dans un désert de services? Il y a lieu de se poser des questions. Alors, j'offrirai le micro à Laura pour vous poser la première question. Viens. Oui. Ouais. Donc, pour faire une liaison avec ce qu'on vient de dire, au niveau des écoles, comme c'est sûr que pas seulement les écoles, mais aussi les garderies, on voit qu'il n'y a pas assez, parce que les familles ici à Griffintown, ça commence à venir maintenant. Donc, au niveau des écoles, ça serait quoi, vous, responsabilité, engagement? On sait qu'il y a la pandémie aussi, qui a mis plusieurs projets en retard. Puis aussi, commission scolaire, il y a des enjeux aussi. Mais ça serait quoi, vous, engagement ou responsabilité à ces sujets-là? Ce serait ça la question, s'il vous plaît. Alors, on commence par les écoles parce qu'il y a beaucoup à dire. Hein, alors, pour ce qui est des écoles et des CPE, puisque vous en parlez aussi, bon, vous savez que d'abord, les écoles, ça ne relève pas de l'arrondissement. Mais nous, ce qu'on peut faire, c'est de travailler à accélérer l'arrivée des écoles dans le quartier. Depuis 2019, ça fait quand même plusieurs années là, qu'il y a des discussions et ça n'arrive pas. L'école n'arrive pas. Alors, qui est à blâmer? Je vous laisse juger de la situation. Mais on a quand même maintenant, avec le rapport de l'OCPM l'année dernière, la Ville a modifié la réglementation finalement pour mettre une école sur la rue des Bassins. Donc, la rue des Bassins, donc, maintenant, on n'a pas vu encore une pelletée de terre de ça, alors il faut être absolument vigilant pour faire en sorte que ça arrive. Et il faut que ce soit une priorité. Alors, il faut travailler à ça, et nous allons travailler avec le Centre des services scolaires, là, maintenant. Comment on appelle ça? C'est le Centre des services scolaires. Bon, je l'avais, c'est bon. Et puis, avec le gouvernement du Québec, on va s'assurer que cette école se concrétise vraiment. Donc, ça, c'est une priorité. C'est de la vigilance, c'est une attention constante qu'il faut avoir sur des projets comme ça si on veut les faire arriver rapidement. Donc, nous, on va faire ça. Et puis, on dit que ça sera là en 2023. Mais on sait déjà qu'on a besoin d'une deuxième école. Ça, c'est déjà connu. Et moi, j'étais intéressée, j'étais en contact avec la présidente à l'époque pour connaître ses besoins. Et je sais qu'il y a des possibilités. Il y a des possibilités de travailler plus terrain pour faire monter notre dossier, pour faire valoir notre point de vue et faire les pressions qu'il faut. Alors, il y a des avenues possibles et notre équipe, on va s'engager à faire ce qui est de notre ressort pour le faire. Pas nous qui allons créer l'école, mais on va travailler pour que ça arrive et ça, c'est très important. Les CPA, c'est un peu la même chose. On n'est pas encore, au niveau de l'arrondissement, on n'a pas cette responsabilité-là, mais il faut travailler fort. Il faut travailler en partenariat dans tous les dossiers pour que les choses arrivent. Il faut exercer un leadership, puis il faut faire en sorte qu'on ait plus de place en garderie. C'est pas juste ici, comme vous savez, c'est un problème majeur. On peut dire que le problème des écoles est un peu plus particulier à Griffintown. Pour les CPE, c'est un problème plus généralisé. Mais on a quand même une bonne nouvelle. Là. Il y a 2 CPE, on sait qu'ils vont arriver.
mais c'est pas assez parce qu'on veut encore avoir plus, on veut avoir plus de familles. C'est sûr que quand on va travailler pour faire cette mixité sociale puis qu'on aura plus de familles, eh bien, on va pas lâcher non plus sur les écoles puis sur les CPE, ça va de soi. Et maintenir les services. Puis les services, on en a besoin. On va passer peut-être tout à l'heure aux autres services, mais bon. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... Oui, merci. Merci. Est-ce que Roman et Heidi, vous auriez quelque chose à rajouter? Mais tantôt, vous avez parlé de la surcharge des organismes et aussi le centre sportif, et tandis que dans Griffintown, on n'en a pas. Dès le début, j'avais dit concernant les... Oui, nous, on est le Sud-Ouest et puis on se présente, on est candidate pour le Sud-Ouest. Donc, chaque quartier a leur propre réalité. Effectivement, bonifier les services dans chaque quartier, ce serait vraiment idéal. Et ça, c'est dans ce qu'on va travailler. Donc, vous avez parlé d'un centre sportif, donc vous avez parlé des organismes communautaires. Donc, c'est vraiment essentiel, c'est important. Oui, on parle de la sécurité. La sécurité aussi, c'est important. Oui, avoir un sociocom, agent communautaire, mais au-delà de ça, avoir probablement aussi des intervenants sur place comme des travailleurs de rue. Vous voyez, la sécurité, c'est oui, les policiers sont des solutions pour la sécurité, mais au-delà de ça, pour bonifier un intervenant milieu, un intervenant comme travailleur de rue qui vient dans un quartier, qui est là pour répondre à des besoins et à des besoins de chacun différemment, ça va bonifier le quartier et ça va améliorer le tout. Donc oui, on va travailler de même sens dont vous parlez pour pouvoir répondre à vos besoins. Merci beaucoup. Vu la base de taxation que le quartier vous amène amène à l'arrondissement, on pense qu'il y a des investissements que vous devriez faire à Griffintown dans votre prochain mandat, et quels seront-ils? OK. Alors, bonne question. C'est sûr que nous, on veut être à votre écoute. Hein? Alors, on a réfléchi à ça. On a des propositions, mais c'est certain qu'on va rester en contact avec vous et en communication pour bien connaître. Mais disons que la première chose qui va être importante pour nous de faire, c'est de faire avancer le projet de l'école. Ça, c'est clair que c'est prioritaire. Ensuite, il y a les parcs. Hein? Les parcs qui ont été retardés. Vous savez pourquoi ils ont été retardés? Parce qu'il y a le rêve qui est arrivé en priorité avant les élections sur la rue Peel. Et on a mis de côté ce qui était promis, ce qui avait été promis. Donc, on n'a pas de parc, on n'a pas de rue habitée. Et ça, franchement, il y a un mot qui on dit, imputabilité sur l'arrivée des projets. Et puis, la question se pose ici sur l'imputabilité de... Il y a quelqu'un qui doit répondre de ça, quelque part, parce qu'il y a des choix qui ont été faits et on n'a pas d'école. Non seulement on n'a pas d'école, mais on n'a pas de parc. Et on attend depuis 10 ans. Vous avez mentionné le PPU 2013. Vous savez que le PPU 2013, il a été signé par Benoît Doré. Benoît Doré est en poste depuis 2009. Donc... on a un PPU, mais on n'a pas de projet. Alors ça, alors pour nous, prioritaire d'aménager les parcs qui étaient prévus. Ça, c'est vraiment... Et puis, on ne va pas sacrifier ces projets-là pour autre chose. On va établir la priorité de nos chantiers, de ce qu'on veut réaliser, et ça va arriver, bien sûr, en haut de la liste. On va également... il y a des projets sur lesquels on réfléchit, puis on se dit... on fera des consultations là-dessus, puis on est vraiment intéressé à connaître votre opinion là-dessus. Alors, vous savez que dans Griffintown, on a parlé à quelques occasions, puis ça a toujours tombé... mais on a dit, pourquoi pas une patinoire sur le canal? Je ne sais pas ce que vous en pensez, je vois des sourires ici. Mais moi aussi, je souris quand on dit ça, patinoire sur le canal. C'est possible à Ottawa, puis ça ne serait pas possible ici. Je me dis, pas sûr de ça. Encore une fois, c'est du leadership, c'est une volonté, et c'est une collaboration à créer avec Parcs Canada pour que ça arrive. Alors, moi, je pense que ça, c'est un projet qu'on pourrait regarder. On faudrait regarder la faisabilité du projet
et voir si les gens sont d'accord pour avoir une patinoire ici. Fait que pour moi, ça, c'est un projet qui serait à réaliser. Et vous savez que ça permettrait, en fait, que le canal soit aménagé 4 saisons. On serait fiers de ça. Et ce serait aussi du transport actif parce qu'on pourrait se déplacer sur le canal. Tu sais, il y a des navettes à l'est, là, sur le fleuve. Bien, nous, on aurait notre canal. Alors, ça serait vraiment un projet très intéressant, mais il faudra regarder avec l'étude de faisabilité. Puis, ben là, il y a d'autres choses, puis je termine. Il y a les installations sportives. Et puis, il y a les besoins culturels. Maison de la culture, bibliothèque, installations sportives. Vous mentionnez la base de notre financement, vous avez bien raison, mais il faut avoir la volonté d'aller chercher l'argent pour le Sud-Ouest et puis faire en sorte. Mais on ne pourra probablement pas tout faire, en tout cas, peut-être pas tout de suite, alors il y aura des choix à faire. Je crois qu'il y a des opportunités pour une maison de la culture. Je crois qu'il y a des options aussi ou des solutions qu'on pourrait avoir pour les installations sportives. Par exemple, faire des partenariats pour aller chercher des ententes pour utiliser des plateaux existants. Alors, l'école qui s'en vient. Donc, il faut être créatif. On n'aura pas tout ça en même temps. Alors, il faut quand même améliorer la situation. Alors, il y aura des choix à faire. Et puis, c'est quelque chose sur lequel on consultera. Mais ça, je suis très, très intéressée à savoir ce que vous en pensez. Parce qu'il faut améliorer et qu'est-ce qu'on pourra... Il y a le choix, il y a ce qu'on veut faire, puis il y a les opportunités. Où est-ce que le financement viendra en premier? Alors, tout ça, on va regarder ça. Alors, voilà, merci. Il y a une dame ici qui est très patiente avec moi, qui tient le temps, mais désolée pour passer par-dessus le temps prévu. Merci beaucoup. Il y a l'école de nos enfants, donc actuellement, est à Petite-Bourgogne. On sait qu'ils s'y rendent à pied. Ça relève du cauchemar avec tous les travaux qu'il y a, avec toutes les rues fermées. Et c'est pas toujours sécuritaire parce que la circulation est souvent très rapide. Les conducteurs ne font pas nécessairement toujours attention. Il n'y a aucun brigadier scolaire dans Griffintown, dans notre quartier. Puis je le dis, c'est notre quartier. On veut avoir un sentiment d'appartenance à notre quartier, mais on veut aussi que dans notre quartier, nos enfants soient en sécurité. Il n'y a pas moyen de s'organiser pour pouvoir faire de la sécurité des enfants un enjeu important. Écoutez, c'est une question tellement importante. Vous posez la question, c'est y répondre, c'est indispensable qu'on assure la sécurité de nos enfants. Alors, c'est un problème, je pense, qui peut trouver des solutions. Ça se peut pas qu'on trouve pas de solution à ça, là. C'est pas possible. Donc, c'est pas acceptable qu'on sécurise pas nos enfants pour aller à l'école. Donc, je dis pas nécessairement la solution, mais ça serait quelque chose qu'on peut rapidement trouver. Il n'y a pas de raison pour ne pas sécuriser les déplacements de nos enfants. Je trouve aussi que c'est primordial de protéger nos enfants. Et je sais qu'il y a beaucoup de demandes des citoyens qui sont pas répondus par l'administration qui est en place. Et j'ai parlé avec une brigadière à Saint-Henri et elle a dit qu'elle voulait qu'ils mettent 3 secondes de plus sur la lumière pour traverser avec les enfants. Et elle a même dit ça à M. Doré, il était là et il a dit oui, c'est vrai, ça serait une bonne idée, mais rien n'était fait. Alors, comme Romane a dit, on veut travailler vraiment avec les groupes qui sont sur le terrain. Et je pense que si on est élu, on va prendre ça un peu plus sérieusement. Beaucoup plus sérieusement. Moi, j'aimerais juste ajouter, la sécurité, c'est essentiel. Moi, je travaille en tant qu'intervenant jeunesse et pour moi, la sécurité, c'est avant tout. Donc, honnêtement, comme que tantôt on a dit, on va essayer de voir des solutions. Et pour moi, avec mes collègues, après le 7 novembre, on va trouver la solution rapidement.
Et ça, c'est quelque chose qu'on va faire. Parce que, ouais, et puis, ce qui a été dit aussi concernant les mobilités réduites, est-ce qu'il y a une façon d'augmenter les temps de circulation pour leur donner assez de temps? Parce que les voitures, quand ils ont moins de temps, probablement ces gens-là, ils ont besoin d'un peu plus de temps. Donc, il faut évaluer tout ça. Mais pour répondre spécifiquement à votre question de jeunes, c'est primordial. Et puis, on va trouver la solution. Ça, c'est clair. Merci. OK. Donc, une fois qu'on parle de sécurité, moi, je voulais juste aborder un sujet que je trouve qu'on trouve très important, c'est la sécurité du quartier. Volet intervention, mais aussi prévention. Donc, juste ajouter une petite chose, la semaine passée, il y a eu une fusillade ici à Pharma-Prix. Il y a eu un échange de feux, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais malheureusement, on voit aussi à Montréal, partout à Montréal, que les problématiques des fusillades entre les jeunes, ça augmente beaucoup. Puis moi, de mon côté, notre côté ici, on veut savoir comment Griffintown peut prévenir au lieu d'intervenir trop tard. Donc, c'est sûr qu'il manque des ressources jeunesse, il manque des centres sportifs, des brigades, il manque dans les quartiers. Donc, Donc, avec le manque de ressources, le manque d'organismes qui sont plus comme source communautaire, ce serait quoi vraiment vous pensez, puis vos engagements pour faire de la prévention au lieu plutôt de l'intervention trop tard avec la communauté? Alors, vous avez bien raison sur les multiples façons d'agir pour régler les enjeux de sécurité publique. Il reste que c'est très important de savoir que pour Ensemble Montréal, cette question-là, elle est extrêmement importante. Et l'approche qui est mise de l'avant, c'est d'avoir un plan qui allie à la fois la prévention, donc l'approche sociale, l'approche communautaire, avoir des activités sportives, donc le sport et les loisirs, pour intéresser les jeunes à des choses qui ont un effet sur leur comportement. Alors, c'est agir sur les comportements à travers des activités. Donc ça fait partie des plans qui, en tout cas pour nous, sont déjà très fortement présents, puisque Roman nous alerte et nous dit effectivement tout ce qu'il faut faire avec l'expérience qu'il a. Il a vraiment une expérience terrain et donc on est absolument convaincu qu'il faille aller dans cette direction-là. Donc, il y a de la prévention à faire, mais il y aura aussi des interventions policières nécessairement pour pouvoir avoir une approche complète. Agir là où il faut agir pour que les gens, pour faire diminuer la violence et faire que les citoyens trouvent la sécurité recherchée et essentielle dans notre société. Effectivement, je vais juste ajouter, vous avez tout à fait raison. Il faut prévenir avant de guérir. Donc, c'est pour ça, il faut occuper les jeunes avant qu'ils nous occupent en créant justement, comme dit Francine, des projets et tout ça. Donc, c'est clair qu'on est là et on va faire ça. Donc, moi, j'ai un bagage d'intervenant et j'ai toujours été dans le communautaire. Et communautaire vient pour bonifier ces services, pour bonifier aussi le travail des polices et d'avoir des intervenants et tout ça, pour que ces jeunes-là, ils puissent s'occuper de leurs énergies de façon positive et non à faire des choses négatives. Donc, c'est vrai que dans Griffintown, il en manque beaucoup de choses. Et au-delà de ça, je vais probablement aller un peu plus loin. Dans les autres quartiers, oui, on a beaucoup d'organismes pour on va dire, 0 à 17 ans. Mais après 18 à 30, 35 ans, il n'y a rien. Donc, ça serait probablement important de projeter un peu plus loin pour dire, hey, peut-être à l'époque, il disait après 18 ans, tu es responsable, tu es autonome, tu es actif, tu es critique, la vie est belle, on te laisse aller. Mais probablement, ils ont des besoins. Et donc, c'est important de s'asseoir et être à l'écoute de eux pour créer des projets pour eux aussi. Parce que la plupart des événements qu'on voit en ce moment-là, c'est pas mal 18 ans et plus qui sont pas mal impliqués dans ces genres de situations. Donc, c'est à nous de réagir et d'agir sur le terrain, comme dit Francine. Et justement, pour ça, on va projeter plus loin et on va créer des choses.
Est-ce que je peux juste dire en plus, je suis d'accord avec tout le monde pour la prévention, pour nos jeunes, pour qu'ils ne soient pas dans la rue et cause des problèmes. Je connais un résident de Petite Bourgogne. Il vient de Cambodge. Il habite là depuis 25 ans. Et puis, il a dit plusieurs fois, il était arrêté par des jeunes de 16, 17, 18 ans avec un couteau. Ils ont pris sa portefeuille. Alors, je pense, et des fois, ils font des choses juste pour harceler les gens. Les jeunes, ils se mettent devant un parking pour que les personnes ne puissent pas, ici à Griffintown aussi, j'ai entendu, pour qu'ils ne puissent pas rentrer dans leur édifice. Alors, oui, je pense que ces jeunes, on doit faire des programmes préventifs pour des jeunes et des jeunes de cet âge aussi. En parlant des jeunes, je tiens à vous remercier pour nous inviter et moi, je dois vraiment aller quitter pour faire une activité avec mes jeunes. Donc, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, merci, Roman. Prends ta bouteille d'eau, c'est bon de boire de l'eau. Je fais 9. Oui, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, Merci à vous. même après le 7 novembre, si tout va bien, on va se voir. On va se revoir parce qu'on veut vraiment rester vraiment avec des mécanismes de communication là, très, très importants. J'espère qu'on aura des occasions de revenir vous voir. Nous avons une salle. Alors, non, mais ça sera vraiment toujours un plaisir. Oui, parfait. Alors pour moi c'est vraiment pour moi très très important de toute l'équipe là, d'être en communication, pas perdre contact, parce qu'on veut répondre aux besoins des citoyens, puis on veut régler les problèmes avec eux, puis on veut le faire ensemble. Si on n'est pas en communication, on n'agit pas sur les bonnes choses et puis on règle pas les problèmes. Alors, Donc, l'autre problématique, dans le fond, je vous ai entendu un peu en parler, dans le fond, le transport et la circulation. Donc, on a entendu peut-être tantôt que vous aviez eu certaines difficultés à venir jusqu'ici, que ce soit en vélo, en auto ou à pied ou quoi que ce soit. Ouais. Donc, on sait que le Griffintown, c'est pas un quartier de voitures, on est correct, mais par contre, il y a quand même certaines problématiques. Nous, en tant que coopérative, on a des membres qui ont besoin de services, que ce soit une aide à domicile. Mais par contre, si l'infirmière vient donner ses soins, mais elle ne peut pas stationner parce qu'il n'y a pas de stationnement temporaire. Et il y a une difficulté justement de stationner. Que ce soit un fournisseur de services, que ce soit Vidéotron, mais aussi de toutes nos nouvelles consommations, beaucoup les Uber Eats de ce monde et toutes les Amazones qui viennent, qui se stationnent un peu à la sauvage sur les pistes cyclables, sur les trottoirs, parce qu'il n'y a vraiment pas d'espace. Donc, un peu, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à cette problématique-là, par rapport au stationnement temporaire, mais aussi la circulation piétonne, parce que dans le fond, il y a un enjeu de sécurité, puis aussi par rapport aux travaux. Donc, encore là, Ottawa, aujourd'hui, hier et aujourd'hui, c'est encore bloqué la circulation. Il y avait encore par un promoteur immobilier. À partir de lundi, c'est la Ville qui bloque encore la circulation, quoi que ce soit, pour justement la création du parc. Donc, à un moment donné, de nous avertir, comment aussi de dire, voici, dans le fond, les difficultés que vous avez, mais aussi que la circulation va être bloquée, nous informer ou quoi que ce soit. Comment vous pouvez faire pour ça? Sur la première question, c'était le stationnement. Le stationnement, vous mettez le doigt sur le problème. En fait, il y a vraiment, on a mal prévu, on a mal calculé l'effet de retirer des cases de stationnement et l'augmentation de la population de ce côté-ci. Et vous savez, il y a une façon de voir les choses en disant on force les choses, on oppose la voiture au vélo ou aux piétons. On pense que c'est comme ça que ça va marcher, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Les voitures continuent à augmenter.
le nombre de... Alors ça, c'est... Alors, on arrive à une situation comme celle qu'on connaît où on n'a plus de place pour se stationner, mais il y a encore des voitures, puis on a besoin, on a des services, comme vous dites. Griffintown, on peut s'arranger. Quand on vit ici, on fait le choix de venir et puis on peut s'arranger avec ça, mais c'est qu'on a des services, hein, il y a de la livraison, vous le mentionnez vous-même. Alors, c'est un problème. Il faut trouver les solutions. Ça peut être du stationnement temporaire pour des livraisons, ça peut être... Alors ça, il va falloir se pencher là-dessus et trouver les solutions. Il faut que les gens soient capables de venir donner un service de plomberie. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'est arrivé que les plombiers ne veulent pas venir chez moi parce que ils disaient qu'ils ne veulent pas stationner. Je suis obligée de sortir ma voiture de mon stationnement pour que le plombier puisse se stationner. Donc, c'est des réalités et on est vraiment tous confrontés à ça. Alors, il faut trouver des solutions. Et il y en aura, je suis certaine qu'il y en a. On fera du stationnement temporaire. On verra comment. Mais c'est sûr qu'on va s'en occuper, ça, c'est certain. On est nous-mêmes des usagers. Hein. C'est pas parce qu'on se présente à la politique qu'on ne connaît pas les problèmes, bien au contraire. L'autre question que... Pardon. L'autre question que vous mentionnez, c'est la question des les chantiers, la circulation. Donc, nous, ce qu'on veut faire avec ça, bon, excusez-moi. Bon. Donc, alors nous, ce qu'on veut faire, on est conscient on va dire, le manque de contrôle sur les différents chantiers. Les travaux sont arrivés, on a l'impression que c'est arrivé à la pièce et qu'il n'y avait pas vraiment de contrôle là-dessus. Vous avez vu comme moi que la rue Peel a été ouverte, elle a été refermée, puis elle a été réouverte. On se demande pourquoi. Et on est toujours dans les travaux encore sur William. Et puis, c'est comme s'il n'y avait pas de planification. On fait les choses à la pièce et il n'y a pas de développement cohérent. Donc, alors nous, c'est là-dessus qu'on veut intervenir. Donc, on appelle ça, nous, on va se dire, on va faire un contrôle intelligent des chantiers. On va les coordonner. Alors, ce qu'on veut faire, si vous me permettez, je vais vous dire, parce qu'on a vraiment quelque chose d'important à proposer. Donc, alors, je vais vous donner les propositions. Donc, c'est on va nommer un élu de notre équipe qui sera responsable de la planification des chantiers, des travaux. Donc ça, c'est très important. Il y a quelqu'un qui va avoir dans notre équipe l'obsession de toujours penser aux chantiers et aux citoyens pour diminuer l'impact sur le citoyen. Alors, on va mieux planifier et coordonner, contrôler et ainsi arriver à une synchronisation optimale entre les chantiers. Et ça, c'est dans le temps et c'est dans l'espace. Donc, dans le temps coordonné, planifié, mais aussi dans l'espace. On essaie de répartir les choses. Et exercer, évidemment, tout le leadership nécessaire, travailler de façon proactive avec les intervenants concernés. On va agir avec transparence en rendant public le calendrier. Rendre public le calendrier de planification des chantiers. Donc, qu'est-ce qui s'en vient? On va établir un plan de gestion particulier lorsque il y a des urgences. Hydro-Québec, quelque chose les tuyaux, quelque chose qui arrive de façon urgente. Donc, on aura un plan d'intervention, un plan de gestion particulier pour ces situations-là et certainement un plan de communication pour informer rapidement les citoyens et les commerçants. Ensuite, on va miser sur l'amélioration des modes de communication. Je l'ai mentionné tout à l'heure, mais en particulier pour les chantiers, on va installer des panneaux sur les chantiers, bien en vue du public. Des panneaux qui vont vous renseigner sur l'identité du responsable, qui va vous dire c'est quoi la nature des travaux qui sont faits, la durée prévue et toute autre information pertinente, dont l'endroit où s'adresser en cas de plainte. Donc ça, c'est essentiel de vraiment être beaucoup plus ouvert et transparent et de communiquer pour vivre plus facilement les chantiers. Donc, voilà. Donc, c'est ça que nous allons faire. Je pense que, oui. Oui, voilà. Je pense. Merci.
deuxième volet à la question de stationnement, c'est que dans le fond, à la Ville de Montréal, on veut enlever le plancher pour les promoteurs immobiliers, de mettre un logement, un stationnement obligatoire. Donc, ce qui peut-être fait plus de stationnement de rue parce que les gens vont bouger. Autre volet, vous parlez beaucoup de l'avenir du commerce, du travail dans le quartier. Jusqu'à, je ne sais pas si c'est encore maintenant, mais la vignette 50 du quartier, c'est la seule vignette qui est permise aux non-résidents du quartier, donc à des travailleurs. Et justement, ils viennent prendre les places des résidents, puis nous, on manque de place. Êtes-vous, dans le fond, en faveur d'enlever l'enlèvement de ce plancher-là 1-1 et par rapport à la vignette, qu'est-ce que vous proposez? Okay. Alors, je vais prendre la dernière question. La vignette, je pense que c'est très certainement, encore là, une question de bonne planification, de bonne coordination, dans le sens où si on a prévu de donner des permis de stationnement à des gens qui ne sont pas d'ici, c'est sûr que ça occasionne Alors, il faut trouver des solutions à ça. Les travailleurs qui viennent ici, c'est souvent, justement, les chantiers qui les amènent. Donc, il faudra trouver des solutions à ça. Parce que si les gens ne peuvent pas, si les habitants, les résidents du quartier ne peuvent pas arriver à stationner, eh bien, on a un problème. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un réel problème et puis on va regarder les choses pour voir à les améliorer. Ensuite, je pense que c'est encore une fois dans cette coordination, dans cette planification qu'on va faire des différents projets et qu'on pourra voir à trouver les solutions. Pour la case de stationnement et tout ça, en tout cas, nous, on ne va pas enlever du stationnement. Je pense que ça, c'est très clair. On ne va pas enlever du stationnement. Et je pense qu'on va regarder ça de très près pour, encore une fois, trouver des solutions. Il n'y a pas de solution miracle. Hein. C'est sûr qu'on ne peut pas être dans cette dynamique voiture contre vélo ou contre... C'est pas ça qu'on veut faire. Et nous, on n'est pas contre les voitures. Alors, on va trouver des solutions pour améliorer la situation. C'est ce que je peux vous dire en ce moment. Merci. En fait, la dernière question sous ce volet-là, en fait, c'est par rapport à l'aménagement des rues. Je sais qu'il y en a été question, vous avez mentionné un petit peu là, par rapport à ça, là, un petit peu plus tôt. Mais on sait que selon le PPU de 2013, en fait, le réaménagement promis là, de plusieurs rues en rues habitées, en fait, n'a pas été vraiment réussi pour l'instant. Force est de constater, en fait, qu'on a seulement réussi à faire Shannon jusqu'à présent, malheureusement. Donc, les échéanciers n'ont pas été respectés. On aimerait avoir un engagement, là, puis effectivement une estimation du timeline en ce qui concerne les autres rues habitées du quartier. Puis, sous question à ça, parce qu'on sait qu'on est comme un peu pris avec le PPU, est-ce que vous seriez ouvert à revoir le PPU ou du moins à le revoir? En fait? Il va y avoir un bilan à faire. Il y a certainement un bilan à faire des 10 dernières années, là, je dirais, parce que où est-ce qu'on est rendu? Où est-ce qu'on s'en va? Est-ce que les besoins... Alors, je ne vous dis pas qu'on va ouvrir nécessairement, mais il y a certainement un bilan à faire pour voir où on est rendu. Et puis, on verra. Mais ce bilan-là, on va le partager avec vous parce qu'on va le faire ensemble aussi. On ne va pas faire ça en vase clos. On va vraiment travailler avec vous, on va communiquer avec vous, puis on va vous partager les réflexions, les propositions qu'on pourrait avoir. On va rester en communication. Donc, on verra pour ce qui est du PPU. Mais quoi qu'il en soit, il y a des choses qui sont prévues dans le PPU et qui sont prêtes. Alors, on va les faire, ça c'est certain. C'est comme une grande opération, un PPU, vous savez, c'est quand même... je ne voudrais pas perdre de temps sur de façon administrative à changer les choses. Je pense qu'il faut se concentrer d'abord et se mettre en action sur la réalisation des projets
qui sont attendus. Donc, les rues habitées, oui, ça sera la priorité. Ça va être en haut de la pile, là, tu sais. Puis, on aura les parcs aussi. Alors, on va faire cette priorisation-là. Et puis, on va la communiquer, la priorisation qu'on va faire. Donc, pour nous, c'est important. Maintenant, quand exactement? Ça, c'est difficile à dire, mais certainement que c'est en haut de la pile. Et puis, on va vouloir agir vraiment avec priorité. Donc, ça sera le plus vite possible, que je vous dirais. Est-ce que vous vous engagez quand même, une fois que les échéanciers sont en place, à les respecter? Ah! Bien, respecter les échéanciers, certainement, sur ce qu'on contrôle, mais puis pour ce qu'on ne contrôle pas, on va travailler à pousser les choses pour que ça arrive. Vous savez, c'est un grand défi que nous prenons, notre équipe. C'est courageux, je vous dirais, parce que l'équipe d'avant ne l'a pas fait, de gérer les chantiers, d'essayer de contrôler ça. Et ce n'est pas quelque chose de facile à faire. Et ça, je suis pas dans... Je mets pas des... Tu sais, je veux dire, c'est une réalité. Alors, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on prend les moyens pour arriver à mieux les contrôler, et puis il y aura des imprévus. Ça, on ne peut pas se le cacher. Mais nous, ce qu'on vous dit, c'est que s'il y a un imprévu, vous allez le savoir. Vous allez être informé. Donc, vous serez capable de vous organiser. Et puis, voilà. Donc, j'ai les minuteries. Là. Ouais. Il nous reste, on me dit qu'il nous reste 10 minutes. Alors, le dernier 5 minutes, ça va être pour la salle, pour que les gens puissent poser des questions. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion ou ceux qui ont déjà eu l'occasion et qui voudraient poser davantage de questions. On est rendu à un moment où c'est des questions en rafale. Alors, une question concernant le camionnage. Alors, Raymond Logistique, par exemple, nuit à beaucoup de nos résidents dans le quartier, à Griffintown. On sait que c'est une entreprise de Pointe-Saint-Charles, mais ils sont toujours sur Wellington, puis ça fait en sorte que Wellington est toujours congestionné. Et c'est très difficile. Il y a beaucoup de bruit causé par ces camions-là, beaucoup de vibrations et beaucoup de congestion. Puis d'autant plus que, dernièrement, il y a des voies complètes qui ont disparu sur Wellington. Alors, on est parti de 2 voies à une seule voie de chaque côté. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je ne sais pas si vous savez, mais si vous ne le savez pas, je pense que j'ai une bonne nouvelle pour vous. En fait, Raymond a acheté un terrain dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Alors ça, c'est... donc, les plans de cette entreprise-là, c'est de déménager près du port. Et puis, donc, à quelque part, ça va réduire l'utilisation des camions. Alors, il faut... c'est ça. Donc, un moment... alors, ils vont partir éventuellement, là, c'est ça. Donc, c'est dans les plans. Ce qui fait que voilà. Et je trouve que c'est incroyablement dangereux aussi, les camions pour les cyclistes, parce qu'il y a le blind spot, et c'est pour ça qu'un cycliste est tué sur le Mont-Royal et avenue du Parc, parce qu'il y a les camions, il y a le blind spot où on ne voit pas les cyclistes. Oui, je pourrais dire plus à propos de Raymond Logistique, mais je pense qu'on n'aura pas beaucoup... Parce que Raymond Logistique, oui, ils ont acheté dans l'Est, mais le terrain dans l'Est est contaminé. Il y a aussi dans l'Est de l'obstruction de la population. Ça fait que Raymond Logistique, c'est pas demain qu'ils vont déménager. Non, vous avez Et c'est raison. pas l'année prochaine non plus. Vous avez raison. D'autre part, il y a quand même toute Bridge Bonaventure qui va se développer certainement dans les prochaines années. Et où va passer ce trafic-là? Bien, il va passer par notre chère rue Wellington, qui a perdu des voies, et on va être encore plus congestionné. N'y aurait-il pas possibilité d'ouvrir un 3e lien ou un autre lien par-dessus le canal pour se rendre à Bridge Bonaventure directement? Oui. Je crois que c'est une excellente question. On aura effectivement
à prévoir ces choses-là. Il va falloir réfléchir à ça. Au niveau de Bridge Bonaventure, certainement qu'il va falloir regarder ça. Puis c'est une préoccupation parce qu'on parle de mobilité, on veut que ce soit mobile. Alors, quelles seront les solutions? Aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre là-dessus, mais certainement qu'on est conscient des enjeux de mobilité que ça va entraîner. Et donc, on va s'en occuper au moment où ce sera le temps de regarder ça, mais on l'a à l'esprit. Est-ce que, Heidi, vous auriez quelque chose à ajouter? Oui, mais je pense qu'en se rencontrant comme ça, on peut bien maîtriser les dossiers et prendre l'action. Et je suis rencontrée avec des autres des business ici. Des directeurs, des présidents directeurs de condos aussi sur le canal et qui plaît beaucoup de qu'est-ce qui s'est passé parce que, comme par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le Rebel Gym, c'est un gym de boxe sur William. C'est un gars d'Irlande qui est venu s'installer ici et il a eu juste des problèmes. C'est quelqu'un entrepreneur qui travaille fort et quand il a eu son bail, sa spot, ils ont enlevé complètement des parkings des bords de rue, ils ont agrandi les trottoirs. Les condos sur le canal, sur le bassin, il peint aussi comme il ne peut pas inviter personne pour le revoir. Parce qu'il n'y a aucun stationnement pour les invités. Et vous êtes chanceux si vous avez un stationnement dans votre édifice. Alors, je crois qu'une solution, c'est même d'utiliser une des voies qu'ils ont. Le trottoir était déjà comme 3 trottoirs. Ils ont mis comme un autre espace comme assez grand pour un automobile. Je pense que car le canal est à 100 mètres de cette rue, que ça serait idéal d'arranger du stationnement sur ces espaces. Je pense qu'il faudrait faire une grande réorganisation des rues. Donc, on est 4 coopératives de logement, donc on représente quand même 400 qu'on porte dans le fond le logement. Et dans le fond, on est comme limité à venir de vous recevoir ici, dans cette salle-là. Mais en fait, COVID, on est très limité. Mais dans le fond aussi, dans le quartier, on n'a pas de possibilité de rencontrer, on n'a pas de salle commune. Donc, la Ville de Montréal d'offrir justement ces services-là, comment qu'elle pourrait faire? Parce que dans le fond, on vous a entendu que vous les développer. Mais dans le fond, oui, les écoles, vous n'avez pas d'enjeu. Oui, sur les garderies, vous n'avez pas de responsabilité ou quoi que ce soit. Ou dans le fond, oui, vous pouvez être un acteur facilitant. Mais au niveau, que ce soit d'une salle communautaire, que les gens puissent se rencontrer, ça, la Ville, par contre, a la possibilité, et que ce soit aussi un centre sportif. Oui. Ben, ça fait partie des projets là, dont j'ai parlé tout à l'heure, entre bibliothèque, maison de la culture, installation sportive. Il y a tous ces besoins-là. Et à l'intérieur de ça, il y a une salle communautaire, certainement. Alors, qu'est-ce qu'on va prioriser? Quelles seront les opportunités? Eh bien, on va regarder ça et puis on va vous consulter là-dessus, ça c'est certain. Il reste qu'il y a des solutions à court terme qu'on peut faire sur des partenariats pour utiliser des salles existantes. Alors ça peut être des solutions envisagées. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on va regarder ça. Moi, on reconnaît le problème et c'est tout à fait juste qu'on a besoin de plus de ce genre de service. Hein, on l'a dit tout à l'heure. Alors, nous, on est conscients de ça, puis on va travailler avec vous à trouver des solutions, puis on va aussi mettre de l'avant des choses à un certain moment quand on saura qu'est-ce qui est le plus important. Là, tu sais. Alors, oui, il y aura des changements. Puis les services, c'est très important de les développer pour Griffintown. On n'a pas parlé de commerce de proximité. On les a, les commerces, mais on a besoin de diversité, j'imagine.
c'est ce que vous allez nous dire, parce que c'est ce qu'on observe. Alors, puis c'est très, très important, la vitalité de nos rues commerciales. Alors, puis on a des SDC qui s'occupent de ça, et puis ce sont des partenaires très, très importants pour nous dans le développement cohérent de notre arrondissement. Une dernière question par rapport aux services communautaires. Au niveau médical, au niveau CLSC, est-ce que avez-vous quelque chose déjà en idée? Envisagez-vous quelque chose? Parce que c'est sûr que CLSC Sainte-Thérèse, c'est vraiment débordé déjà. Ouais. Puis après ça, à Pointe-Saint-Charles, il y a juste un point de service, une clinique communautaire, si je me souviens bien. Oui. Bien, ça fait partie justement les SDC qui sont je pense qu'ils peuvent, ce sont les bons partenaires pour nous aider à amener une offre de service au niveau clinique médicale. Donc, alors, on va parler avec les SDC. La SDC ici, qui s'appelle les Quartiers du Canal, on va voir avec eux comment... Et puis, je sais qu'ils sont déjà engagés là-dedans, mais on va... je connais le besoin de clinique médicale. Mais bon, il y en a plusieurs, des besoins comme ça. Mais il faut vraiment travailler à diversifier l'offre. Et puis, les SDC sont de bons partenaires. Et pour nous, ce sera une priorité. Merci. Une dernière question. Pour clore. Oui, bien, pour clore, en fait, merci. Je voulais en profiter pour vous remercier. Merci pour votre présence aujourd'hui. C'est nous qui vous remercions parce que vraiment, c'est une très, très belle occasion d'échanger. Et franchement, j'espère qu'on en aura d'autres. C'est vraiment la façon dont nous, notre équipe, on voudrait travailler. Et on trouvera la façon de faire avec les agendas de tout le monde, mais je pense que c'est extrêmement important. Merci. Donc, pour terminer, en fait... J'aimerais conclure en vous demandant, selon vous, c'est quoi le plus grand défi à Griffintown, puis quel est le plus grand défi que vous aimeriez relever? Ah, mon Dieu, j'ai l'embarras du choix. Peut-être qu'Heidi aurait une opinion. Alors, ça sera déjà 2 défis à relever. Mais on serait 5 ici, puis on en aurait 5. Alors, c'est pas un problème pour trouver les défis. Mais moi, j'ai pensé un peu et je me suis dit, le plus grand défi, ce sera de travailler sur la mixité. Ce sera sans doute ça. Mais j'ai trouvé que c'était facile à dire parce que c'est tellement un grand défi que... Alors, je me suis dit, il y en a peut-être d'autres. Je pense qu'il faut... j'ai parlé, c'est peut-être à plus court terme, mais le chantier, le contrôle des chantiers, ça sera un autre défi important, plus à court terme. Mais ça sera certainement un défi parce que je sais que ce ne sera pas facile, mais vraiment, notre volonté, c'est de le faire. Donc là, je vous ai déjà donné 2 exemples. Ensuite, on a travaillé les préjugés négatifs qu'on peut avoir sur Griffintown parce qu'on vit dans un quartier ici vraiment, vraiment formidable. Il y a un potentiel énorme et puis nous, on est là avec vous pour le réaliser. Donc, alors, c'est un défi, mais en même temps, c'est un projet extraordinaire. Et moi, j'ai vraiment envie de jouer ce rôle-là en étant proche des citoyens, en étant à l'écoute des citoyens et le faire avec vous. On va le faire ensemble parce qu'on veut que ce quartier-là rayonne dans Montréal. Et ça, c'est vraiment mon objectif le plus ultime, le plus vrai, le plus concret, je dirais, qui fait que je m'engage, en fait. C'est vraiment de faire rayonner ce quartier-là, pour que les citoyens y trouvent une qualité de vie. Et moi, je suis ici. Quand je suis arrivée à l'ETS, c'était en 2012. La première réunion que j'ai eue, c'était dans la salle avec l'OCPM qui tenait sa première audience sur le PPU. Fait que moi, j'ai ça dans le cœur depuis longtemps. C'est ça que je peux vous dire. Puis je ne suis pas prête de partir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.